Europe Matin, Patrick Cohen. Et voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Écrivain, journaliste, académicien, Jean d'Ormesson s'est éteint cette nuit à l'âge de 92 ans. Crise cardiaque à son domicile de Neuilly. On l'a appris il y a 20 minutes. Nous écouterons la voix de Jean d'Ormesson. Thierry Geffrotin nous racontera son œuvre et son histoire. Les autres titres, Jean-Philippe. Un bonnet d'âne pour la France. Les enfants ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Résultat inquiétant d'une étude internationale et reportage dans ce journal. La politique, Laurent Wauquiez qui essaie de convaincre les centristes dans la course à la présidence des Républicains. Et puis nous vous raconterons aussi l'histoire de l'escroc des mariages. Il faisait semblant de préparer la fête et disparaissait avec l'argent. 8h15, un avocat en colère, celui du principal suspect dans l'affaire Maëlys, maître Alain Jakubowicz, conteste les accusations et les éléments du dossier dévoilés par le procureur de Grenoble jeudi dernier. Il sera notre invité à 8h15. Même un pied dans la tombe, l'autre est encore vif. Ce qui reste, c'est l'amour, évidemment. Au moment où on va quitter cette vallée de roses et de larmes, vous pensez que la carrière, les honneurs, même les projets, les ambitions, même les plus élevés, tout ça va disparaître d'un seul coup. Qu'est-ce qui reste? L'amour, les gens qu'on a aimés, les gens qui vous ont aimé, peut-être un peu de ce qu'on a pu faire de moins mal. Je crois qu'il y a un bel avenir pour l'amour. Voilà, je pense que peut-être le livre va disparaître, peut-être que beaucoup de choses que nous avons connues vont disparaître. Je doute fort que l'amour disparaisse. Et vous reconnaissez bien sûr la voix de Jean d'Ormesson. C'était sur Europe 1 il y a quelques années. On l'a appris donc il y a 20 minutes. L'académicien s'est éteint cette nuit à l'âge de 92 ans, victime d'une crise cardiaque. C'est sa fille, Héloïse d'Ormesson, qui l'annonce ce matin. Je la cite, « Il a toujours dit qu'il partirait sans avoir tout dit. Et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres. » Avec nous en studio, Thierry Geffrotin, pour nous parler de Jean d'Ormesson. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'était le titre de l'un de ses derniers ouvrages. Absolument, Jean-Philippe. Conteur et conte. Aristocrate, amoureux des mots, amoureux des femmes, évidemment. Comment ont-elles pu lui résister avec des yeux si bleus, si pétillants? Ces yeux qui souriaient souvent, le symbole éclatant de sa passion pour la vie. Jean d'Ormesson, c'est une jeunesse inusable. À 13 ans, il est déjà gaulliste et trace des croix de Lorraine sur les murs de Clermont-Ferrand. Normal Sup à 19 ans, il en est le plus jeune élève, le plus jeune aussi à l'Académie française. Il y entre en 1973 à 48 ans. Jean d'O, un homme épatant. Épatant, voilà un adjectif qu'il ne se privait pas d'utiliser. Jeune auteur de théâtre à 87 ans, avec La Conversation, où il met en scène Bonaparte et Cambacérès. Au même âge, jeune acteur au cinéma dans Les Saveurs du Palais aux côtés de Catherine Fro. Écrivain, bien sûr. Son premier roman, L'amour est un plaisir, paraît en 1956. Il sera suivi de près de 40 livres en un demi-siècle. Et par une forme de consécration, l'entrée dans la collection La Pléiade en 2015. C'est lui d'ailleurs qui avait choisi les textes figurant dans ce volume. Un essai et 3 romans historiques. Jean d'Ormesson ne cachait pas sa fierté. Enfant, sa maman lui répétait « Surtout, ne te fais pas remarquer, ne parle pas de toi ». Jean d'Ormesson n'a surtout pas suivi ce précepte. Et sa vie durant, il s'est appliqué à suivre le sien. Tout doit d'abord être plaisir. Merci Thierry Geffrotin. Et parmi les premières réactions ce matin à la disparition de Jean d'Ormesson, celle d'un amoureux des livres, François Bunel, La Grande Librairie sur France 5. Une forme de modèle d'impertinence et de frivolité dans un monde qui oublie l'importance justement de cette impertinence et de cette frivolité. C'était quelqu'un qui célébrait l'amitié autant que l'amour. Et au final, ça restera un écrivain de tout premier plan. Il a écrit une histoire des sentiments. L'amour, l'admiration, l'enthousiasme, la paresse, et puis peut-être surtout l'enchantement. Ce qui est frappant, c'est qu'il était tout à fait en accord avec sa vie. C'était l'écrivain du bonheur et il faisait tout pour être heureux, c'est-à-dire qu'il ne portait pas de montre, il aimait les voitures rapides, les bains de mer, les femmes, les amis. Et cela n'empêchait pas qu'il ait eu dans sa vie son lot de drames et de chagrins, comme tout le monde. Mais il incarnait une force qui permet de dépasser tout cela pour que la vie reste belle malgré tout.
François Bunel, joint il y a quelques minutes par Chanel Petit. Je vous rappelle donc la disparition de Jean d'Ormesson cette nuit à son domicile de Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Il avait 92 ans. On évoquera sa mémoire et son souvenir tout à l'heure avec Raphaël Antoven vers 8h38 après la revue de presse, et puis à 9h un melting pop spécial autour de la vie et de l'œuvre de Jean d'Ormesson entre 9h et 9h30 sur Europe 1. Et pour l'instant, il est 9h05. Et également dans l'actualité ce matin, ce constat qui n'aurait pas du tout plu à Jean d'Ormesson. Nous ne sommes pas bons, mais alors pas bons du tout en lecture. C'est ce que révèle une enquête internationale menée dans 50 pays. Elle se concentre sur le niveau des élèves de primaire en CM1 lorsqu'il s'agit de la compréhension de l'écrit. Les résultats seront publiés dans la matinée. On sait déjà que la France est bonne dernière, derrière ses voisins européens. Ça se joue à l'école, oui, mais aussi à la maison, on va le voir. Un reportage édifiant de Virginie Salmen dans une classe du 19e arrondissement de Paris. Voilà un exemple d'un petit garçon de 8 ans qui sait lire, mais ne comprend pas tout. Anecdote de classe qui remonte à hier après-midi, racontée par la maîtresse Pascale Garabé. Une phrase au singulier, il fallait la transposer au pluriel. Le gamin a écrit que la mère avait mis les enfants à la machine à laver, alors que c'était les chaussettes. Ça l'a pas dérangé plus que ça. Comment peut-il lire une phrase correctement à l'oral sans la comprendre ? L'enseignante et le directeur de l'école sont d'accord, c'est une question de stimulation à la maison. Dans les familles, les parents ne dialoguent plus suffisamment avec leurs enfants. Il leur manque des mots de vocabulaire, manque de temps, addiction des parents au smartphone ou précarité. Il y a un peu de tout ça pour le directeur Gilles Langlois. D'avoir des enfants qui nous disent qu'ils ont faim dès 9h du matin ou qui vont s'endormir en classe, parfois même le matin. Le fait d'avoir des parents obligés de travailler, des mamans qui vivent seules et qui élèvent seules leurs enfants, qui ne sont pas présentes forcément au moment du réveil des enfants, ce sont des réalités, ce ne sont pas des facteurs aidants. Le manque de sommeil notamment peut compliquer l'apprentissage de la lecture, donc la compréhension d'un texte en français, mais aussi d'un énoncé d'histoire ou de mathématiques. Un reportage signé Virginie Salmen et prise de parole attendue dans la matinée du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sur ces résultats très préoccupants. La politique, Laurent Wauquiez à droite et un petit peu au centre. Oui, les derniers meetings pour le favori à la présidence des Républicains. Les adhérents votent le week-end prochain, premier tour. Laurent Wauquiez avec un positionnement radical, on l'a beaucoup dit, mais qui s'adapte donc aussi parfois lorsqu'il s'agit de draguer les centristes. Exemple hier soir dans le Nord, exercice d'équilibriste et morceau choisi. C'est un reportage de Maxence Lambrec. Pour chauffer la salle, 6 élus, mais une seule musique. L'union de la droite et du centre n'est pas morte. Un refrain, un message exalté par l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse qui admire Laurent Wauquiez. Parce que c'est un ch'ti, c'est un gars de Schnorr. Il sait ce que c'est que la chaleur humaine, il sait ce que c'est que la solidarité, il sait ce que c'est que le grand cœur des gens du Nord. Un bel hommage suivi de la promesse idéale. Je tendrai la main inlassablement, parce que je ne veux pas d'une armée de clones, parce que je veux que les centristes se fassent entendre. Un quart d'heure plus tard, il retrouve ses formules habituelles. Moi, je suis à droite, vraiment à droite, et je n'ai pas l'intention de m'en excuser. Démonstration dans la foulée. Un délinquant, ça n'est pas une victime de l'oppression sociale, c'est un délinquant, il faut qu'il aille en prison. Ça, c'est le discours que les Républicains doivent tenir. L'équipe de Laurent Wauquiez nous annonce un discours encore plus musclé à Toulon demain soir. Saint-André-les-Lilles, Maxence Lambrec, Europe 1. Il est 8h08. Il a fait froid, très froid, trop froid hier au tribunal de grande instance de Bobigny. Nous parlons ici de la deuxième juridiction de France. Eh bien, elle a dû reporter plusieurs audiences, victime d'une panne de chauffage. La température est tombée à 6 degrés dans les salles d'audience. Nous vous avions déjà raconté la vétusté de ce tribunal dans ce journal. Un audit est en cours. Écoutez, ce matin, Renaud Le Breton de Vanoise, c'est le président du tribunal de grande instance de Bobigny. Et vraiment, il y a urgence. 6 à 8 degrés par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire quand il fait 0, il peut faire à l'intérieur du tribunal entre 6 et 8. Les personnels travaillent avec leur manteau, mais pour tous les services qu'on a pu délocaliser, en revanche, ils ont rejoint des parties chauffées du bâtiment. Avec le rétablissement, vous l'espérez pour le milieu de la semaine, en tout cas dans la semaine. Il est trop tôt pour faire un bilan du retard pris par la juridiction lié à cet épisode de froid interne. On est en 2017, c'est imaginable qu'un tribunal, le deuxième tribunal de France, soit dans cet état-là. Il a 30 ans d'âge, c'est pas si vieux. Ça interroge effectivement sur la qualité de la construction. Il faut restaurer ce bâtiment. Aujourd'hui, vous me demanderiez ce que l'on peut faire de plus. J'en sais rien, on fait le maximum. 6 degrés hier au tribunal de grande instance de Bobigny. C'était le président avec Pierre de Cossette.
Il est 8h11, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas, l'économie, le coup d'accélérateur de PSA. Oui, nous parlons du deuxième constructeur automobile européen. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. PSA qui veut mettre le paquet sur l'électrique. Électrifier la gamme ou mourir, le groupe français a décidé de s'allier à un industriel japonais pour développer et produire les moteurs électriques qui équiperont sa gamme de voitures dans l'avenir. Aujourd'hui, PSA achète ses moteurs à l'extérieur. L'idée maintenant est de les produire en interne avec ce partenaire. C'est un signe de plus du basculement historique de l'industrie automobile du carbone vers l'électron. L'avenir, c'est la propulsion électrique et il est donc stratégique pour PSA, le roi du moteur diesel, de réussir cette conversion. Des milliers d'emplois sont en jeu. Alors, il faut dire, Nicolas, que PSA avait vraiment pris du retard sur l'électrique. Oui, et tout va très vite. Tesla a vendu sa première voiture électrique il y a à peine 5 ans. Les constructeurs historiques doivent donc investir massivement pour réaliser cette fameuse bascule. À partir de 2019, PSA disposera de 2 plateformes à partir desquelles il pourra produire aussi bien des modèles électriques ou essence. Petit à petit, l'électrique va monter en puissance. Ça suppose aussi d'adapter l'outil industriel. Les moteurs électriques sortiront du site des Yvelines où Peugeot conçoit aujourd'hui ses moteurs essence. La bascule vers l'électrique, c'est une course qui s'accélère et dans laquelle tous les constructeurs automobiles jouent leur survie. L'éclairage de Nicolas Barré pour Les Échos. Et à présent, une escroquerie à la pièce montée. Oui, le procès d'un traiteur spécialisé dans les mariages. Il doit se tenir tout à l'heure à Saint-Étienne. Alors l'homme faisait mine de tout organiser, le repas, la soirée dansante, tout ça. Et au dernier moment, il disparaissait avec l'argent, bien sûr. Une quarantaine de couples de jeunes mariés se sont fait berner. Le récit de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Le mariage de Myriam et Benjamin était prévu le samedi 9 mai 2015. La fête qui se préparait depuis un an promettait d'être belle. La future mariée, emballée par le mariage de sa cousine quelques mois plus tôt, avait choisi le même traiteur pour le vin d'honneur, le repas, la décoration et la pièce montée. Mais la veille, voilà le message qu'elle reçoit. Il a envoyé à 7h du matin le vendredi 8 mai un texto nous disant qu'il sera pas là et qu'il fera pas la prestation, qu'il fallait qu'on trouve une solution. Vous réalisez pas au départ et puis après vous réalisez. Et là c'est dur. C'est la panique, c'est un peu la catastrophe, vous savez plus ce que vous devez faire. L'homme se garde bien de répondre au téléphone. En revanche, il encaisse les chèques, 5 000 € pour Myriam et Benjamin, qui doivent tout improviser en quelques heures pour que le mariage ait lieu, raconte le marié. C'est assez compliqué. Obligé de contacter tout le monde, se débrouiller, aller faire des courses pour faire un repas pour 120. Donc du coup, la famille de ma femme a fait le repas. Moi, je suis allé faire les courses. On s'est tous entraînés. Que la justice les fasse payer pour son arnaque. Parce que c'est clairement une arnaque. Au total, une quarantaine de couples ont été escroqués pour un préjudice total de plusieurs centaines de milliers d'euros. Parmi les plaignants tout à l'heure, il y aura aussi des employés et des fournisseurs du traiteur qui, eux, n'ont jamais été payés. Jean-Luc Boujon, et je vous rappelle donc la disparition de Jean d'Ormesson. Il s'est éteint cette nuit, il avait 92 ans. Beaucoup de Français l'aimaient, il était très populaire, cet écrivain, académicien, éditorialiste, grand homme de presse évidemment. On lui rendra hommage tout à l'heure entre 9h et 9h30 sur Europe 1 dans un Melting Pop spécial. Europe 1.